Peut commencer. Tout à fait. Eh bien, merci à tous ceux qui se sont connectés. Nous allons présenter aujourd'hui un webinaire sur le plurilinguisme et sur la façon d'éduquer ses enfants dans des contexte multilingue. Je pense que parmi nous, la majorité des gens sont expatriés. Moi, je suis personnellement actuellement en Russie. J'ai pas grandi dans un contexte plurilingue, mais j'ai quand même réussi en 10 ans à apprendre le russe. Je me considère comme bilingue. Voilà. Donc moi, je suis Mathieu Choplin et pas Constantin Mardokaev. Constantin est mon associé. J'utilise son compte. Et donc, je suis le directeur et le cofondateur d'Axiom Académique. Donc, on est une agence de soutien scolaire pour les élèves des établissements internationaux à travers le monde. Donc nous, notre mission, c'est vraiment d'apporter un accompagnement scolaire, un soutien éducatif aux familles qui sont loin de leur pays d'origine et dont les enfants sont scolarisés dans des établissements français, dans des établissements IB, qui sont scolarisés dans des établissements locaux ou qui sont au CNED, donc qui suivent un enseignement à domicile. Et donc pour ce faire, on propose un service donc de cours particuliers à domicile et en ligne. Donc en ligne dans le monde entier, à domicile dans une dizaine de villes du monde, donc où nous appuyons sur un réseau de conseillers pédagogiques dédiés local. Donc on travaille avec une dizaine de conseillers pédagogiques dans une dizaine de villes du monde, dont Dubaï, dont Singapour, dont Munich, Zurich, Londres. Varsovie, et j'en oublie peut-être. Et nous nous appuyons aussi donc sur une équipe assez importante, hein. Il faut savoir qu'on a à nos côtés plus d'un millier de professeurs particuliers qui sont aussi bien des professeurs titulaires que des étudiants en échange ou des professeurs, on va dire, professionnels qui ont choisi de se réorienter dans l'enseignement et dans les cours particuliers. Et donc donc des personnes qui connaissent bien le contexte de l'expatriation et donc qui sont capables de proposer une vision pédagogique adaptée voilà, à nos familles expatriées avec qui nous travaillons. Aussi, donc cette année, on a lancé un service d'orientation scolaire, donc avec deux formules. Un bilan d'orientation qui est dédié voilà, aux élèves à partir de la classe de troisième pour les aider à bien choisir l'orientation, sachant qu'avec les réformes du bac, il faut commencer assez tôt pour choisir ses spécialités déjà en classe de seconde, mais aussi choisir ses spécialités en fonction des universités qu'on vise. Et on a une autre formule donc pour un accompagnement par Parcoursup pour aider les familles voilà, à bien faire ses choix sur Parcoursup et à bien utiliser donc cette ressource qui est très puissante. Vous pouvez donc avoir plus d'informations sur notre site. Voilà en ce qui concerne notre entreprise Action Académique. Maintenant, je vais laisser la parole à Domitilia qui va nous en dire plus sur comment éduquer nos enfants dans un contexte plurilingue. Donc, Domitilia, je vais vous donner la main pour que vous puissiez présenter vos slides. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup. Je sais pas si vous voyez, bon, c'est pas en full screen, mais ça m'aide d'avoir mon menu, on va dire, à gauche. Je sais pas si vous le voyez, c'est bon? Oui, on voit. Ok, bah écoutez, déjà bienvenue à tous et à toutes. Je ne sais pas s'il y a des femmes ou des hommes dans le groupe, mais voilà, c'est sympa de vous être rendu disponible. Comme je le disais tout à l'heure à Mathieu, je vais essayer de faire une partie théorique la plus claire possible, mais la plus rapide possible aussi, parce que je pars du principe que si vous êtes ici, c'est que vous êtes a priori parent d'un enfant plurilingue ou de plusieurs enfants plurilingues, et que du coup, bah, vous savez pourquoi vous êtes plurilingue, vous n'avez pas besoin qu'on vous rappelle toute la théorie autour de tout ça. Je vais plutôt essayer de me baser sur du pratico-pratique, si vous voulez, de ce que je vois au cabinet. Je vais déjà courtement, on va dire, me présenter. Je suis orthophoniste depuis 1999. Je suis expatriée depuis quasiment toujours parce qu'en fait, je suis ce qu'on appelle le conjoint suiveur dans un couple expatrié. Donc, on a été amené à être en Angleterre, puis en Suisse, puis au Japon, puis à Singapour et maintenant on est en Allemagne. Et voilà, moi, tous les 5 ans à peu près, on a déménagé. Et puis, bah, au fil du chemin, on a aussi construit notre famille. On a 4 enfants.
qui ont aujourd'hui 23, 21, 18 et 15 ans. Je donne l'âge de mes enfants parce que c'est pas des petits enfants en fait, c'est maintenant j'ai trois adultes et un ado. Et donc c'est vrai que voilà, j'ai vu le, le langage, on va dire, de l'émergence du langage jusqu'au langage adulte. Et je mets qu'ils sont plurilingues, je détaille pas les langues exprès parce qu'en fait, ils sont scolarisés en école internationale depuis toujours. Ils parlent anglais à l'école, ils parlent français avec moi et mon mari, donc avec leurs deux parents. Et puis, ça fait 8 ans maintenant qu'on est en Allemagne, donc ils sont tous germanophones. Mais voilà, ils ont aussi beaucoup, beaucoup d'autres langues à travers leur école internationale, à travers leurs connaissances voilà, de tous leurs copains plurilingues. Et puis on a passé 10 ans en Asie, 3 ans à Tokyo et 6 ans à Singapour. Donc ils ont été baignés dans du japonais quand ils étaient petits et baignés dans du mandarin, donc dans du chinois aussi pendant leur enfance et adolescence. Donc finalement, ça fait un espèce de melting pot de langues et on comptabilise pas les langues, mais c'est vrai qu'ils ont des... Mon fils me disait l'autre jour qu'il savait chanter Happy Birthday to You dans 14 langues, je crois. Et bon, ça veut pas dire d'être bilingue, mais c'est une petite indication, quoi. Et alors, donc, professionnellement, je suis orthophoniste et j'accompagne vraiment exclusivement donc, les familles francophones qui sont expatriées, en Asie, en Afrique, enfin, où qu'ils soient, et aussi les enfants et adolescents qui sont issus de ce qu'on appelle des couples mixtes biculturels. Donc, quand le père parle une langue, la mère parle une autre. Et donc, il y a toutes ces spécificités, on va dire, soit du déracinement, soit du plurilinguisme, on va dire. Donc voilà, ça c'est pour ma petite présentation. Euh, Si vous êtes, j'allais dire ici, vous avez déjà entendu parler peut-être des différentes stratégies de bilinguisme. Alors là, j'allais dire, quand j'ai dû construire un peu cette présentation, j'étais tout le temps un petit peu en train de faire le grand écart entre ma position d'orthophoniste, parce que c'est mon diplôme et c'est mon expérience professionnelle, et puis ma position de maman, parce que l'un va avec l'autre. Je suis aussi mère et j'ai mes quatre enfants qui ont eu, en plus j'ai deux filles, deux garçons, donc voilà, j'ai eu un bon panel, on va dire, d'expérimentation à la maison. Et en fait, j'ai beaucoup lu aussi, je me suis beaucoup formée, notamment à Singapour. Et en fait, il y a tout un tas de linguistes et tout un tas d'experts du plurilinguisme qui ont écrit des ouvrages passionnants d'ailleurs et qui parlent vraiment de tout un tas de stratégies théoriques, on va dire, sur le plurilinguisme. Alors, je dis des stratégies théoriques parce il faut bien de temps en temps analyser le langage. Mais après, ce qu'on va déconstruire aussi, c'est qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui rend heureux en fait. C'est surtout ça quand on se positionne dans les bottes d'un parent, c'est surtout voilà, avoir un enfant qui est épanoui quoi. Donc les différentes stratégies, je vais un peu les survoler, vous les connaissez peut-être. C'est par exemple une personne, une langue, donc c'est one person, one language, on l'appelle OPOL en français. Bon, ça c'est le cas des familles où chaque parent parle exclusivement, on va dire, sa langue à son enfant. Par exemple, maman parle français, papa parle anglais. Alors ça, l'avantage de cette stratégie, c'est que ça permet une exposition hyper régulière et très cohérente des deux langues. C'est-à-dire que l'enfant, il n'a pas de confusion parce qu'il sait très bien que papa parle d'une certaine manière et maman parle d'une autre manière et c'est à chaque fois la même chose. Donc c'est très sécurisant et très naturel en fait. L'enfant, il ne se pose pas la question quand il est bébé, ça marche comme ça, quand il est enfant, ça marche comme ça. Et d'ailleurs, tous les enfants issus de couples mixtes biculturels, ils me disent tous que quand ils se retrouvent à des moments de leur vie à devoir parler l'autre langue à leurs parents, et ben, c'est pas naturel en fait, parce que c'est tellement imprégné et engrammé. Donc ensuite, il y a la deuxième méthode, c'est la langue minoritaire à la maison, le minority language at home. Ça, c'est comme principe, c'est les parents qui parlent uniquement leur langue minoritaire à la maison quand ils sont expatriés très souvent dans un pays où il y a une autre langue. Donc là, je voyais dans le chat quelqu'un qui me dit qu'elle est en Espagne où tout le monde parle espagnol. Je ne sais pas si c'est dans un petit village ou dans une grande ville, mais c'est sûr que quand on est baigné dans une langue et que nous, on parle une autre langue à la maison, eh ben, on se retrouve à parler la langue minoritaire à la maison. Donc ça garantit en fait aux enfants une base solide, affective, familiale, etc. Mais parfois, c'est difficile à maintenir parce que l'enfant, il a un vocabulaire et un langage qui est finalement un peu plus pauvre, on va dire.
puisque c'est le langage de papa et maman. Donc c'est seulement deux personnes. Donc même et en fait, on réalise dans une famille que finalement, on est tout le temps un petit peu en train de radoter avec ses enfants. Quand ils sont petits, c'est toujours autour de l'alimentation, du bain, des devoirs, de sortir à gauche à droite, etc. Mais c'est pas du langage qui est très littéraire ou qui est qui est très développé en tout cas. Donc c'est vrai que ça peut être un challenge. Et le risque, enfin le risque, c'est pas un risque, c'est une réalité, c'est que les enfants peuvent parfois se mettre à répondre dans la langue majoritaire, donc c'est-à-dire dans la langue du pays ou de l'école. Après, il y a tout un tas d'autres stratégies sur ce qu'on appelle les contextes différenciés. Donc ça, c'est des parents qui choisissent. Alors ça peut arriver chez des couples qui sont déjà bilingues eux-mêmes. Donc c'est à la génération suivante. Chaque langue, ils vont décider que chaque langue est dans un contexte particulier. Par exemple, le français à l'école, l'espagnol en famille, l'anglais au travail, où il y a même des parents qui disent, bon, bah, en semaine, on parle telle langue et le week-end, une autre. Dans certaines familles, quand ça a été discuté, quand tout le monde est d'accord, honnêtement, ça a l'air de fonctionner. C'est pas forcément quelque chose qui est intuitif comme ça pour le commun des mortels, mais je crois qu'il y a autant de cas que de familles. Et en fait, c'est ce que je dis souvent aux parents quand ils me disent ah, je mélange les langues, c'est pas bien, ou je fais ci et c'est pas bien. Je leur dis mais arrêtez, en fait, parler, c'est bien. Donc il n'y a rien qui est pas bien si vous voulez. Après, il y a l'alternance libre des codes. Vous l'avez peut-être déjà vu dans la littérature, le code switching, c'est qu'il n'y a pas de règle de stricte, si vous voulez. Les langues sont utilisées librement, selon le contexte, selon les besoins, selon qui est dans la conversation. Et ça, c'est des familles où il n'y a pas forcément de théorisation, de l'éducation et de la langue, mais on est plus dans le ressenti et dans le vivre ensemble et dans le transmettre. Et du coup, bah, on alterne les langues, etc. Donc ça, le seul problème, entre guillemets, c'est que ça peut générer une certaine petite confusion chez les enfants, notamment quand ils sont petits. C'est que bah, ils savent plus forcément, quand ils voient par exemple le vocabulaire des animaux, cat et dog, bah, ils vont pas savoir si c'est en anglais ou en français qu'on dit pour chien et chat. Parce qu'ils ont l'habitude d'entendre ces mots et ça n'a pas été identifié à une langue particulière ou à une personne particulière. Et alors, le dernier cas de plurilinguisme, mais ça c'est plutôt du plurilinguisme scolaire, c'est l'apprentissage séquentiel et chronologique des langues. C'est-à-dire, c'est les parents qui ont un enfant et qui disent, bon, bah là, on va apprendre une langue vivante 2, une langue vivante 3, plus en apprentissage scolaire via des cours, via des podcasts, via des applications. Mais on attend que là où les premières langues soient bien mises en place avant de rajouter des langues supplémentaires. Donc ça, voilà, je ne vous fais pas le gros pavé parce qu'on en reparlera peut-être. Je vous invite, je sais que je parle vite, à noter vos questions dans le chat et je pense que Mathieu va les lire à la fin et puis va me les transmettre. Parce que je veux vraiment en fait avoir un gros moment d'échange à la fin. C'est ça que je trouve riche pour moi vis-à-vis de vous, mais pour vous aussi les uns avec les autres. Parce que très souvent, quand un parent pose une question, c'est la question silencieuse que 10 parents se posaient derrière. Ça, je le remarque vraiment très souvent. Euh, alors, vous le verrez aussi dans la littérature, hein, il y a différents types de plurilinguisme. Je ne vais pas rentrer dans cette analyse de linguiste, hein, mais ça dépend aussi de l'âge d'acquisition. C'est sûr qu'un enfant qui naît dans une famille dite mixte, mi-culturelle, bah, c'est depuis la grossesse et depuis la toute jeune enfance qu'il y a cette alternance de langue autour de lui. Après, il y a le plurilinguisme aussi selon le niveau de compétences acquises. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Très souvent, il y a cette notion de une langue qui est quand même un peu plus dominante. J'aime pas trop dire dominante parce que c'est pas comme si les autres langues étaient soumises en dessous, mais il y a quand même une langue un peu plus forte. Et souvent, moi, je l'appelle la langue de cœur. La langue de cœur, c'est vraiment la langue dans laquelle le locuteur se sent 100% à l'aise pour s'exprimer, y compris quand il est malade ou fâché ou fatigué. C'est vraiment la langue qui prend le dessus, quoi. Le contexte d'apprentissage, c'est sûr que si on apprend une langue au niveau familial ou au niveau scolaire, c'est pas du tout le même contexte. Tout ce qui se dit dans la famille, bah, c'est lié aux émotions, aux cinq sens et à la vie pratico-pratique. Et tout ce qui est scolaire, bah, ça peut être lié voilà, à des notions plus théoriques, plus scolaires, et puis d'autres types d'apprentissage. Et l'appartenance culturelle aussi. C'est vrai que là, on en revient beaucoup à la notion de besoin et la notion de plaisir. C'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin de parler une langue parce qu'il s'expatrie dans un pays, tout d'un coup,
il y a un intérêt décuplé, si vous voulez. Et c'est sûr que si on a moins de besoins et moins de plaisir parce qu'on apprend une langue, voilà, pour stimuler sa mémoire et son vocabulaire, mais sans intention d'aller voyager dans le pays ou avoir des correspondants dans ce pays. Là, je le vois d'ailleurs de manière très forte. J'habite ici à Munich en Allemagne et il y a un voyage scolaire qui est en train de s'organiser en France pour les petits Allemands. Et ben, ils sont tous très très motivés de se mettre à parler français pour être capable de commander une glace ou une baguette ou pour être capable de, voilà, de dire deux, trois mots. Et je vois que les enfants, quand il y a un voyage scolaire qui se prépare, tout d'un coup la motivation arrive. Voilà, voilà. Bon, les avantages, c'est pareil, je ne vais pas vous bassiner avec ça. C'est sûr qu'il y a une flexibilité mentale de switcher d'une langue à l'autre. Et plus vous avez de langues, plus vous avez de connexions neuronales au niveau du cerveau. Il y a plein d'études qui ont été faites sur notamment les maladies neurodégénératives de type Alzheimer. C'est sûr que les personnes plurilingues, bah, en général, ont l'habitude d'avoir un cerveau qui est cognitivement bien stimulé, donc c'est un avantage. Bon, pour moi, c'est pas un avantage qu'il faut mettre en avant pour apprendre des langues, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Au niveau social aussi, on constate, et moi ça je le vois de manière très criante au cabinet, les enfants plurilingues, parfois ils sont un petit peu timides au premier abord parce qu'ils ne sont pas très sûrs de s'exprimer correctement avec le bon code, mais par contre ils ont un potentiel de sociabilisation qui est assez incroyable parce qu'en fait ils ont déjà vu beaucoup plus de choses qu'un enfant monolingue qui n'aurait jamais quitté son pays. Donc voilà. Et puis bon, bah, tous les avantages, on va dire, biculturels aussi, c'est-à-dire apprendre les us et coutumes bah, d'autres cultures, les recettes d'autres cultures, le climat d'autres cultures, enfin, c'est multifactoriel. Alors après, c'est vrai il y a aussi toujours un peu le défi, c'est-à-dire que je travaille beaucoup. Alors, comme je suis orthophoniste, j'ai, on va dire, bah, les 10% de parents qui viennent me voir, c'est ceux dont les enfants ont des problèmes de langage. Donc j'essaye toujours de ne pas oublier que pour 90% des gens, il n'y a pas de problème, c'est fluide, c'est facile, la scolarité se passe bien, les enfants sont bien dans leur basket, mais il y a toujours ce 10-15% d'enfants pour qui ça bug un peu et ça coince. Et donc voilà, c'est ces familles-là que moi j'accompagne, on va dire. Donc le défi de ces familles-là, c'est très souvent, alors soit les parents sont eux-mêmes monolingues, et dans ce cas-là, ils font tout le temps un petit peu le grand écart entre leur culture et ce qu'ils aimeraient transmettre, et puis la culture de leur enfant qui, bah, lui, est bilingue. Donc c'est un petit peu un grand écart parental. Soit le parent est déjà bilingue lui-même, ou vient déjà aussi d'une famille très internationale, et dans ce cas-là, je remarque chez les parents, parfois il y a une certaine culpabilité d'avoir l'impression de transmettre, par exemple, un français qui est imparfait. Parce que bah, il y a des adultes, moi j'ai plein de parents qui me disent, ouais, mais mon français à moi, en fait, n'est pas excellent non plus parce que bah, je connais pas forcément bien la littérature, les expressions, l'humour, certains types de références culturelles, parce que moi-même, j'ai pas forcément grandi en France. Et donc, bah, pour les parents, c'est un vrai défi, en fait, hein. Et c'est pour ça que j'allais dire, je le dis toujours, il faut tout un village pour éduquer un enfant, parce qu'il faut se faire aider dans ces cas-là. Et il y a plein de gens qui peuvent vous aider. Alors, ayant dit ça, j'aime toujours déconstruire un petit peu les mythes et les fausses croyances qu'on entend sur le bilinguisme, parce que ils sont tenaces. Et je trouve que même aujourd'hui, en 2025, chez les pédiatres, dans les écoles, enfin, on entend quand même encore beaucoup de fausses croyances. Et je jette pas la pierre à ces gens-là parce que, bah, voilà, typiquement, il y a certains pédiatres qui ont 50 ans aujourd'hui et qui font très bien leur métier, mais ils n'ont pas forcément été éduqués, on va dire aussi, euh, sur le bilinguisme. Et donc, parfois, de toute bonne foi, ils vont dire des choses qui leur paraissent logiques, mais qui sont en fait pas fondées d'un point de vue scientifique et d'un point de vue réel, surtout. Donc, un des premiers mythes, c'est de croire que les enfants bilingues ont un retard de langage, au moins au début. C'est-à-dire, j'entends souvent des gens dire, ah bah oui, mais mon enfant, il parle pas bien, mais c'est normal, il est bilingue. Et en fait, ça, c'est un mythe parce que un enfant bilingue, il n'a pas nécessairement un retard de langage. Parfois, il peut effectivement chercher ses mots ou être pas très sûr de ce qu'il raconte ou dire dans l'autre langue, mais il n'y a pas un retard de langage qui nécessite absolument une prise en charge orthophonique ou psychologique ou scolaire avec des aménagements. Le deuxième gros mythe que j'entends souvent, c'est les enfants s'embrouillent quand ils entendent une autre langue. Sous-entendu, ça va rendre leur cerveau confus d'entendre d'autres langues parce qu'ils vont pas savoir, ils vont être perdus.
Et en fait, ça, je ne remarque pas du tout. C'est-à-dire que les enfants, et c'est très intéressant quand vous avez affaire à un enfant monolingue. Moi, je le vois parfois quand je vais en France, dans un petit village en vacances pendant l'été, et que vous voyez un petit enfant de 3 4 ans qui vient d'une école française et qui n'a pas trop l'habitude d'entendre parler des langues étrangères, et que tout d'un coup, il y a des touristes qui arrivent et qui parlent une langue qu'il ne comprend pas. Les enfants, en fait, ils sont pas affolés, ils sont en fait hyper intéressés. C'est-à-dire que bah, ils se rendent compte qu'il y a autre chose qui se dit et que c'est un peu en mode podcast survolé autour au-dessus d'eux, mais c'est quelque chose qui les intéresse en fait, ça les embrouille pas particulièrement. Troisième mythe que j'entends souvent, et ça c'est un peu un mythe des parents, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui me disent mais je comprends pas, moi je parle français, je parle anglais, je parle allemand. Et mes enfants, ils galèrent, quoi. Et moi, j'ai toujours entendu que les enfants, c'était des éponges. Donc, comme ils m'entendent parler toutes ces langues, bah, je comprends pas, ils devraient absorber, quoi. Comme si bah, les enfants, c'était genre génétique. Que parce que leur père parle allemand, bah, eux, de manière génétique, c'est dans leur ADN. Et en fait, ça, c'est clairement une fausse croyance. Parce qu'une langue, bah, si on n'est pas exposé, on parle de langue vivante, hein, donc si on n'est pas exposé à cette langue euh, en réception et en émission, on ne va pas l'apprendre de manière intuitive. Donc ça, c'est assez intéressant de s'en rendre compte aussi. Des parents aussi qui me disent, Ouh là là, mais mes enfants, ils mélangent les langues, ils devraient pas mélanger les langues, c'est compliqué, je suis désolée, j'ai dû merder quelque part. Désolée pour le terme, mais c'est ce que j'entends. En fait, mélanger les langues, c'est super naturel en fait. C'est-à-dire que le cerveau, il utilise le premier mot qui lui vient et qui paraît logique dans le contexte. Et d'ailleurs, le nombre d'adultes, par exemple, bilingues français-anglais, qui parlent de ce qu'on appelle le franglais. C'est-à-dire qu'il y a plein d'inclusions de mots anglais qui arrivent dans le français. Moi, je suis en Allemagne ici, il y a plein d'inclusions de mots allemands qui arrivent dans notre français ou dans notre anglais, parce qu'en fonction du contexte, il y a des choses qui se disent mieux dans une langue ou dans une autre. Et puis, il y a des réalités qui arrivent plus facilement à notre cerveau. Donc, le fait de mélanger, c'est pas quelque chose de grave. Euh, c'est quelque chose qui est presque logique, en fait. Alors, aussi, une autre fausse croyance, et ça, c'est surtout chez les Français, chez qui l'éducation, etc., est assez haute et importante, et que les parents pensent beaucoup avoir des bonnes notes pour leurs enfants, c'est ils pensent que le bilinguisme est un obstacle à la bonne réussite scolaire, notamment quand il s'agit de lecture et d'orthographe, par exemple. Donc des parents qui me disent, mais mes enfants font tellement de fautes d'orthographe à cause des inclusions d'une langue de l'autre, ils savent plus correctement écrire correctement en français, et donc bah, ils vont avoir des mauvaises notes, et enfin voilà. Et ça c'est très prédictif parce qu'en fait, ok, peut-être que l'orthographe va être un peu challenging, comme on dit en anglais, mais la réussite scolaire, c'est pas juste les notes en orthographe. Et je pense que là, heureusement, les écoles sont en train d'un peu changer là-dessus. Et je pense que c'est un mythe un peu à déconstruire. Ensuite, désolée, je m'emballe un peu, je me rends compte que je parle vite et puis vraiment l'impression de faire un monologue, comme je vous vois pas. Notez bien vos questions, s'il vous plaît. Être bilingue signifie parler deux langues couramment et de manière égale. Alors ça, c'est un vrai mythe aussi. Parce que, bon, il y a des linguistes qui ont analysé vraiment le cerveau avec des neurologues, etc., pour vérifier au niveau des aires de langage dans le cerveau, où se situe le vocabulaire, la grammaire, etc. Bon, moi, je suis pas médecin, mais c'est presque impossible d'avoir un bilinguisme totalement équilibré. C'est-à-dire que même chez les enfants issus de couples mixtes ou biculturels, quand on leur demande quelle est leur langue forte, parfois ils disent je sais pas. Et en fait, je sais pas, c'est soit ils s'estiment très à l'aise dans les deux langues, et tant mieux pour eux, soit il y a un petit conflit de loyauté, c'est-à-dire que bah, dire je parle mieux l'anglais, le français ou peu importe, mais la langue de papa que la langue de maman, c'est souvent d'ailleurs la langue de maman versus la langue de papa, ils sont un peu mal à l'aise, les enfants, comme si c'était bah, j'aime un peu plus ma maman que mon papa, ou vice-versa. Donc il y a souvent un petit conflit de loyauté chez les enfants de couples mixtes biculturels. Et chez les enfants qui vivent à l'étranger, eh ben, ils auront par exemple un anglais scolaire et littéraire peut-être plus évolué et en anglais et en français pratico-pratique de la vie courante plus évolué. Donc en fait, ça sera constamment un petit peu à rebalancer. Et en fait, l'équilibre s'appelle l'équilibre parce il est jamais totalement trouvé. En fait, c'est toujours un peu ça monte, ça descend.
Et moi, quand je parle avec des parents d'enfants très jeunes, donc des deux, on va dire de 2 à 7 ans, ils me disent par exemple que les enfants, quand ils rentrent dans leur pays l'été, pendant 2 mois de vacances, ils font d'énormes progrès en français, par exemple. Et quand ils reviennent au mois de septembre à l'école internationale, et ben, tout d'un coup, le français avait pris un peu le dessus sur l'anglais. Mais après 10 mois de scolarisation de septembre à juin, l'anglais est remonté en flèche. Et puis tout d'un coup, ils galèrent un petit peu à passer au français. Et ça, c'est un peu normal. C'est-à-dire que la langue, elle est nourrie en fonction de ce qu'on lui donne, quoi. Et alors, dernière fausse croyance, c'est que après l'enfance, il y a des personnes qui disent mais c'est plus possible de devenir bilingue. On peut juste apprendre une langue, mais être bilingue, c'est plus possible après l'enfance parce que c'est comme si le cerveau, il y avait des zones qui s'étaient résorbées, que c'était plus possible, etc. On entend souvent des gens dire ah ouais, mais après 40 ans, c'est quand même dur de s'y mettre et tout. Oui, mais non, en fait, les études vont pas dans ce sens. C'est-à-dire que vraiment, quelqu'un qui a besoin d'apprendre une langue par vraie volonté ou quelqu'un qui a envie ou qui est baigné dedans, il n'y a pas vraiment d'âge, quoi. Voilà, voilà. Je continue mes petits slides parce que je veux vraiment garder du temps pour ces questions de la fin. Alors, oui, effectivement, dans les spécificités langagières, j'ai mis de l'enfant bilingue, mais c'est de l'adulte et de toute personne qui est bilingue. Parfois, on inverse un peu les codes, ce qu'on appelle le code switching. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Par exemple, moi, je suis en Allemagne ici. Les Allemands, ils mettent le verbe à la fin. Bon, bah, les petits germanophones, quand ils apprennent le français, ils ont tendance à mettre aussi les verbes un peu à la fin, jusqu'à ce qu'ils comprennent que, bah, en français, souvent, on met les verbes juste derrière les pronoms au début. Bon, ça, c'est des erreurs qui sont pas si graves. Pour vous donner un exemple, entre le français et l'anglais, par exemple, les gens qui mettent l'adjectif devant le nom en disant ma bleue voiture pour ma voiture bleue. Bon. Ça, c'est pas vraiment des fautes, si vous voulez, c'est plutôt des inclusions de code. Les doublons. Alors, les petits enfants, ils ont tendance, quand ils sont dans un milieu plurilingue, à demander les choses fois deux pour être sûr que ça a été bien compris. J'avais un petit enfant qui est hispanophone qui disait Can I have agua water? Donc c'était le agua et le water dans la même phrase, ou water, eau. Voilà, ils vont parler un peu plusieurs fois, ces enfants-là, pour être sûr qu'on les comprenne bien, parce qu'en fait, ils balancent tous les mots pour être sûr que tout d'un coup, l'interlocuteur en comprenne un. Après, il y a ce problème de ce que j'appelle la difficulté à trouver les mots spécifiques dans une langue. C'est un peu le manque du mot, ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bilingues, adultes même, qui me disent, ouais, mais alors j'ai l'impression limite de bégayer un peu de temps en temps parce que je cherche mon mot, je suis pas très sûre. Et ben en fait, du coup, ils font des grandes périphrases pour parler d'un sujet parce qu'ils sont pas très sûrs. Ça, quand on sait que c'est normal chez un plurilingue, ça apaise en général. Pareil, les emprunts grammaticaux. Vous avez tous déjà entendu les trucs de je manque papa pour I'm missing dad, ou mon papa me manque, tu me manques, je te manque. Enfin, tout ça, c'est pas très clair chez les bilingues, parce que bah, la grammaire est différente en fait entre les différentes langues. Les mots à la mauvaise place, ça, on en a parlé. Le langage des ados aussi, le langage ce qu'on appelle un peu tout ce qui est l'argot, les expressions, l'humour, les références culturelles. C'est sûr que quand on passe plusieurs années à l'étranger, on est vite un peu déconnecté dans son propre pays. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, par exemple, au moment du passage à l'euro. Nous, on était en Angleterre et en fait, on était en British Pound à l'époque. Et quand la France est passée à l'euro, bah, on vivait pas en France. Donc nous, quand on est arrivé 3 ans plus tard, bah, on était un peu déconnecté. Même au niveau culturel, on ne savait plus le prix des choses. C'était compliqué, en fait, ce genre de problématique. C'était même pas une question de langage, là, c'est vraiment une question de référence culturelle. Mais pareil, j'ai vécu 10 ans en Asie, à Tokyo et à Singapour, et quand on rentrait pendant les vacances d'été, bah, on n'avait pas vu la télé en France, on était un peu à l'ouest au niveau des pubs. Enfin, il y a des gens qui se font des blagues, qui ont des références par rapport à, bah oui, à une publicité ou à des actualités qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas forcément entendu parler à l'étranger, quoi. Et même quand on regarde les nouvelles et les infos, quand on vit pas quelque part, on est forcément un petit peu déconnecté, même au niveau langagier, du coup. Et tout ce que c'est, alors les faux amis, on appelle les faux amis, ça je le vois par exemple même en orthophonie, quand on demande un test de définition de mots, on prend un petit enfant français de France versus un autre petit enfant français qui grandit en Asie. Si on lui demande de définir le mot baguette, bah, pour le petit français de France, ça sera le pain allongé qu'on mange avec le saucisson et le fromage, quoi.
Et pour le petit Français qui habite en Asie, bah, les baguettes, c'est les chopsticks avec lesquels on mange ses raviolis chinois et puis ses sushis, quoi. Et ça, c'est des réalités. En fait, les mots n'ont pas le même ressenti culturel. Il y a aussi des trucs très drôles, mais je trouve qu'en français, on dit souvent je te propose quelque chose. Et quand on dit en anglais I propose, c'est je te propose en mariage. Et c'est vrai qu'en fait, on finit par rigoler parfois sur ses faux amis. Et je pense qu'il faut que ça reste assez léger et qu'on soit pas tout le temps dans attention, mon enfant dit des fautes et c'est pas correct ce qu'il raconte. Donc voilà, moi, ma mission, en tout cas, en tant qu'orthophoniste, c'est vraiment de déconstruire ces mythes et d'aider les familles, en fait, à avoir des solutions concrètes et surtout applicables au cas par cas, donc pour leurs enfants, mais aussi avec les parents. Et j'insiste beaucoup sur cette dimension d'accompagnement parental, parce que moi, quand je prends un enfant en rééducation orthophonique, c'est toujours avec les parents. C'est-à-dire que les parents ne sont pas nécessairement dans la séance à chaque fois, mais ils ont mon WhatsApp, on échange, on communique. Et bon, avec l'accord de l'enfant, et d'autant plus quand il est adolescent, mais il y a aucun ado qui s'oppose à ça en général, ils sont plutôt assez contents. Euh, c'est pareil, ça c'est un slide que j'avais fait à l'époque pour parler du langage. C'est pour ça qu'il y a un peu le cerveau au milieu de l'enfant. Le langage, en fait, là où c'est super important, je dis pas ça parce que je suis orthophoniste et que moi c'est mon métier, mais c'est important parce que tout est sujet à langage que l'alimentation, par exemple. Bah, quand on est à table, on parle, on discute sur ce qu'on veut manger, ce qu'on n'aime pas. L'hygiène, bah, va prendre ta douche, brosse-toi les dents, etc. Le sommeil, les amis, le sport, l'école, les devoirs, les vacances. En fait, tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant, au-delà du langage, ça passe par le langage. Parce qu'à chaque fois, si tout va bien, on en parle. Si ça va pas bien, on en parle. Donc, quoi qu'il arrive, au final, on parle. C'était mon petit slide sur vraiment l'importance en fait ouais, d'avoir un bon niveau de langage. Pareil, là je vais passer assez vite sur cette partie, je l'avais fait dans un webinaire précédent et en fait je trouvais que c'était quand même important. Euh, je pense que là, enfin s'il y a un truc à retenir de ce webinaire quand vous êtes parent, c'est que plus que si vous aviez un enfant monolingue à la maison, il faut parler plus en fait. Et plus, ça ne veut pas dire les abreuver de langage et les saouler de paroles, mais avoir toujours cette conscience que bah, c'est pas automatique et que, il faut expliquer les choses, notamment parce que les enfants expatriés ou les enfants issus de couples mixtes, ils ont parfois un petit peu du mal avec la notion de c'est où chez moi, where do I come from? Et du coup, la famille et les parents deviennent vraiment leur repère, en fait. Leur repère langagier, mais leur repère tout court. Vous avez peut-être déjà entendu parler de TCK, Third Culture Kid, et en français on dit enfant de la troisième culture. Ça, c'est les enfants qui grandissent en fait toutes leurs années importantes, on va dire, d'enfance et d'adolescence, dans une culture autre que celle de leurs parents. Donc c'est le cas par exemple des couples mixtes ou francophones qui s'expatrient et qui grandissent en fait à l'étranger. Donc on est tout le temps dans ces références culturelles. Moi, cette année, par exemple, au mois de novembre, il y avait le Beaujolais nouveau, et puis on a fait une petite fête francophone à la maison pour le Beaujolais nouveau, et les enfants n'en avaient juste jamais entendu parler. La galette des rois, enfin la chandeleur, tous ces événements qui sont en fait assez normaux quand on est en France, finalement, parce qu'on en parle, parce que c'est relayé à l'école, etc. Ça a parfois d'autres connotations. Et à l'inverse, à l'étranger, par exemple, Halloween peut être différent en fonction d'un pays ou d'un autre. La Saint-Valentin, si vous êtes aux États-Unis ou en Europe, c'est pas du tout vu de la même manière. Donc je pense que ce besoin de lien fort, il est tout le temps à garder vraiment très haut par rapport à la communication. Il y a aussi ce besoin d'interaction, parce que je dis, pour moi, il y a deux sortes de souffrances, on va dire, qui peuvent provenir du bilinguisme, et notamment chez les tout petits. C'est soit des enfants qui, en fait, c'est difficile de parler, donc du coup, ils s'isolent, et donc ils sont pas trop dans les interactions sociales. Ou alors des enfants qui, comme ils ont l'habitude qu'on les comprenne pas bien, bah, au bout d'un moment, ils deviennent agressifs, ils tapent, ils sont frustrés, ils font des crises. Et ça, bah, c'est super violent pour l'enfant lui-même parce que ça lui renvoie pas une bonne image de ce qu'il n'est pas, en fait, mais c'est des réactions, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu le rôle des parents d'arriver à décrypter bah, voilà, comment ça se passe à l'école
Est-ce que mon enfant a une sociabilité qui est normale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est dans une juste relation avec les autres, même s'il peut y avoir des périodes un peu plus difficiles que d'autres. Mais donc il faut vraiment garder à l'esprit ça. Et après aussi, se souvenir que bah, le langage, c'est nécessaire pour tous les apprentissages. Les apprentissages scolaires, c'est assez évident, mais tous les apprentissages, les transmissions orales, l'histoire de sa famille, les lectures, le sport, enfin, tout ça, on en a déjà beaucoup parlé. Et c'est surtout primordial pour la confiance en soi, parce qu'en fait, l'enfant doit être en fait assez rassuré sur ce qu'on appelle l'amour inconditionnel de ses parents. C'est-à-dire que c'est pas basé sur des performances. C'est-à-dire que si tu parles bien, bah, tant mieux. Mais si tu as du mal à t'exprimer, bah, c'est pas grave. On t'aime quand même et on voit que tu fais des efforts et il n'y a pas y a pas de souci. Alors, ouais, la page de conseil, c'était quand votre enfant petit, mais là c'est pareil, je sais pas si j'ai un public d'enfants, enfin de parents d'enfants jeunes ou d'adolescents, mais quand un enfant fait des erreurs de prononciation ou de vocabulaire ou de syntaxe, bah, redonnez-lui le modèle correct et évitez de le faire répéter. Ça s'appelle vraiment être dans la reformulation. On reformule ce qui a été mal dit. Donc, je prends un exemple, l'enfant qui rentre de l'école anglaise et qui dit j'ai mis mon backpack dans la kitchen. Tu lui dis ah ouais, je vois, tu as mis ton sac à dos dans la cuisine. Voilà. C'est de reformuler ce que l'enfant a dit et sans lui dire vas-y, répète, parce que sinon on est tout le temps dans la confrontation et ça devient des devoirs de langage, quoi. Ça devient un peu bête. Après, ça a l'air un peu bête de dire comme ça, mais pas imiter son enfant en rigolant, parce que c'est vrai que quand on a un petit enfant de 3 ans, en pleine émergence du langage, qui dit des trucs mignons et qui fait des petites fautes en fait assez drôles, souvent les parents rigolent en fait, parce que c'est vrai que c'est mignon. Mais parfois l'enfant il se dit bah zut, ce que j'ai dit, ça fait rire tout le monde, c'était pas une blague en fait. J'ai juste parlé, puis tout le monde rigole. Donc ça nuit un petit peu à la confiance en soi. Alors, je dis beaucoup aux parents aussi, parler normalement, avec des mots simples, mais pas des mots simplifiés. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps avec des mots hyper simplifiés dans du langage de bébé, bah, votre enfant, il va jamais développer en fait un langage un peu plus soutenu. Vraiment, c'est d'avoir des mots, utiliser les vrais mots, quoi et d'enrichir le vocabulaire au fur et à mesure en expliquant. Bah, je sais quand on a un enfant bilingue, bah, parfois ça va être regarder une émission à la télé dans une langue ou dans une autre, aller voir une expo dans une langue ou dans une autre, et on est tout le temps en train d'expliquer, parfois de traduire. Enfin, c'est du travail, ça c'est vrai. Et d'aider aussi l'enfant à préciser sa pensée et ses sentiments. Et s'il n'a pas le mot dans une langue, bah, d'être capable de le lui fournir dans l'autre langue pour que ça soit un petit peu plus fluide. Alors, les gens me disent, bon, ça c'est parce que je suis orthophoniste, mais quand est-ce qu'il faut consulter si on a une inquiétude? Alors, il y a deux réponses. J'ai envie de dire, à partir du moment où vous êtes inquiet, consultez, parce que ça n'engage à rien. On n'est pas marié avec son orthophoniste. Toutes les orthophonistes qui ont l'habitude du plurilinguisme fonctionnent, à mon avis, de la même manière que moi, c'est-à-dire que il y a des consultations pour les enfants, donc des rééducations orthophoniques traditionnelles, mais il y a aussi des consultations d'accompagnement parental, donc de guidance parentale, où l'enfant peut même venir enfin, le parent peut même venir sans son enfant s'il le souhaite, pour bah, parler de ses stress, parler de ses culpabilités, parler de l'organisation des langues en famille, et puis dégrossir un peu le terrain. Et c'est vrai que soit on met le doigt sur quelque chose qui ne va pas et on peut corriger, soit on met le doigt sur quelque chose qui fonctionne et le parent repart rassuré. Donc moi j'ai envie de dire, quand un parent s'inquiète pour le langage de son enfant, honnêtement qu'il consulte, parce qu'on n'est pas parti pour 50 séances, et ça éclaircit quand même beaucoup de problématiques et de stress un peu inutiles. Après, au niveau des signes d'alerte chez les enfants, si à la naissance, il n'y a pas d'interaction, le bébé ne regarde pas dans les yeux, n'est pas en train de regarder, bon, clairement, il faut consulter parce que ça peut être un signe voilà, de surdité ou de problème d'attachement au niveau de la communication. Je ne vais pas vous faire peur avec tous les trucs, mais si, voilà, si à la naissance, il y a zéro interaction, il faut consulter. Si vers l'âge d'un an, l'enfant n'est pas dans le pointage ou dans la désignation de son entourage, c'est pareil, on consulte. Si vers un an et demi, l'enfant ne donne pas des petits mots signifiants, donc bah, pour la nourriture, pour les prénoms des gens de sa famille, le oui, le non, enfin des petites choses comme ça, il faut consulter aussi. Si vers 24 mois, il n'y a pas d'association de mots et que l'enfant n'est pas en train de pointer les parties du corps, les couleurs, les animaux, enfin les petits concepts de base, pareil, on consulte.
Et moi, je dis souvent à 3 ans, même chez les enfants bilingues, si l'enfant n'est pas compris du tout de son entourage et que c'est vraiment inintelligible, c'est-à-dire que l'enfant parle d'un espèce de gloubi-boulga, pas compréhensible du tout de l'entourage, là c'est problématique aussi, parce que ça veut dire que très souvent le père et la mère et les frères et sœurs comprennent l'enfant parce qu'ils ont le contexte, la nounou éventuellement, mais ça veut dire que l'enfant va être en difficulté face à toute autre personne qui n'est pas de son premier cercle. Et puis après aussi, on consulte à tout moment de la vie s'il y a une rupture dans le développement ou une régression qui ne soit pas explicable. Ça, je le dis aussi parce que parfois, il y a des gens qui me disent, oui, mais mon enfant, il parle moins bien, mais on vient de déménager, donc il est un peu silencieux, etc. Donc, en gros, s'il n'y a pas d'explication et que tout d'un coup, il y a une grosse régression, c'est un signe d'alerte et de consultation. Voilà, voilà. Après, bon, ça paraît important de le répéter, mais un enfant qui parle pas bien, c'est important de l'envoyer chez l'ORL, s'assurer et faire un test auditif, s'assurer qu'il entend bien. Parce que ça paraît bête à dire comme ça, mais un enfant qui n'entend pas bien, bah, il reproduit pas correctement le langage. Pareil, la vision, un enfant qui est fortement myope, bah, il va pas pouvoir s'aider de la lecture labiale et pouvoir s'imprégner de tout son environnement pour développer un bon langage. Au niveau psychomoteur, c'est sûr que les enfants qui sont très gauches, comme on les appelle, qui tombent beaucoup, qui sont pas très à l'aise dans leur corps, bah, ça les aide pas aussi au niveau structurel pour développer un bon niveau de langage. Et puis voilà, tout ce qui est psycho-affectif, un enfant qui dort pas bien, qui mange pas bien, etc. Tout ça, ça a un impact sur le langage aussi. Alors après, dans le qui peut aider les enfants, plurilingues ou pas, moi, je dis souvent d'aller, bah, voilà, d'avoir un suivi chez son pédiatre, parce qu'il y a quand même, même quand on est expatrié, alors les expatriés, très souvent, ils rentrent une fois par an en France quand les enfants sont petits, et ils vont chez un pédiatre en France pour avoir le fameux carnet de vaccination et puis carnet pédiatrique à jour. Quand les enfants grandissent, c'est un peu moins valable, mais voilà, il y a quand même toute une palette de spécialistes qui peuvent vous aider au niveau auditif, au niveau visuel, etc. Et bon, ça, c'était pour vous dire que le langage, c'est vraiment plurisensoriel. Alors, que faire quand on est parent? J'ai volonté, j'ai volontairement laissé ce slide vide. Je vais d'ailleurs départager mon écran, comme ça je suis en grand et c'est plus sympa. Parce qu'en fait, la première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est faites-vous confiance. C'est-à-dire que quand on est parent, on a souvent ce sixième sens, c'est-à-dire que on se rend compte s'il y a un problème, on se rend compte qu'il y a un problème et c'est très souvent vous, les parents, qui vous en rendez compte en premier. Peut-être parfois stimulé par la nounou ou par l'école ou par la mère ou la belle-mère ou l'entourage. Mais en tout cas, c'est quand même les parents qui centralisent beaucoup d'informations. Donc faites-vous confiance parce que vous savez ce qui est bon pour votre enfant, vous savez comment votre enfant fonctionne et comment votre famille fonctionne. Et il n'y a que vous qui ayez le contexte exact de là où vous vivez et des langues qui sont parlées. Le premier truc que je dirais aussi aux parents, c'est personne n'est plurilingue par hasard. C'est-à-dire que soit on est plurilingue parce qu'on est issu d'un couple mixte à travers l'amour de deux personnes qui se sont rencontrées, de ces deux parents, et dans ce cas-là, bah, c'est un plurilinguisme qui nécessite d'être expliqué en disant bah, papa a rencontré maman dans tel pays, à tel endroit. Les enfants, ils adorent qu'on leur raconte la vie aussi avant leur naissance, c'est super important pour expliquer aussi bon, l'histoire de la famille, mais pour expliquer surtout l'histoire du plurilinguisme. Et pareil, une famille de franco-français qui s'expatrie, c'est très intéressant d'expliquer bah, pourquoi on part à l'étranger. Est-ce que c'est on est muté pour son travail? Est-ce que c'est par volonté de voir autre chose? C'est super important d'expliquer ça sur les racines. Après, l'autre chose, là, je me suis mis pas mal de bullet points de tout ce que j'ai entendu là dans les derniers 15 jours de consultation. Euh, Hyper important d'avoir un partenariat en fait avec l'école si l'enfant est scolarisé ou la nounou si l'enfant est gardé à la maison ou ailleurs, mais avec les autres personnes qui s'occupent de votre enfant. On le dit toujours, hein, il y a ce proverbe africain qui dit il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc, gardez bien en tête que très souvent à la maison, on s'occupe de l'éducation. Et l'éducation, bah, bah, voilà, c'est l'alimentation, le sommeil, la politesse, la propreté, c'est tout ça. Et quand on scolarise son enfant, bah, l'école s'occupe de l'instruction. Et l'instruction et l'éducation, c'est deux paramètres qui sont indissociables l'un de l'autre. Donc finalement,
plus on est en partenariat avec les gens qui coéduquent nos enfants, mieux ça se passera. Et je trouve que de manière générale, les écoles, que ce soit les lycées français, les écoles internationales, les écoles locales, de plus en plus, il y a quand même cette notion de partenariat parental. Et en fait, l'école sollicite les parents, demande l'aide des parents et fonctionne avec les parents. C'est pas toujours facile à mettre en place, mais ça fonctionne. Après, un autre truc, une autre notion qui est importante, c'est avoir un enfant pluriculturel, plurilingue plutôt, donc qui parle plusieurs langues. C'est aussi indirectement avoir un enfant pluriculturel. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, en fait, quand on parle une langue, c'est pas juste dans la tête et dans la bouche que ça se passe. Quand on est à l'étranger, bah, les cinq sens sont impliqués. On se nourrit à l'étranger, on entend des sons et des sonorités de langue étrangère, on voit des choses différentes. Enfin voilà, j'ai vécu 10 ans en Asie, il y a des saveurs et des odeurs que je n'ai senties que là-bas et pas en Europe. Voilà, donc c'est vrai que quand on est plurilingue, on est de fait un peu pluriculturel et ça c'est quand même un super atout. Autre chose que je dis souvent aux parents, et de nouveau c'est plutôt les parents français et francophones, l'école, en tout cas l'éducation nationale, elle valorise souvent avec des résultats scolaires et des notes. Donc très souvent, nous, en tant que parents, on se dit, ah là là, on veut que notre enfant ait toutes les chances de son côté, on veut qu'il ou elle ait des bonnes notes, et donc on valorise souvent un peu les résultats. Et ça, c'est un petit biais, c'est un peu une erreur, parce que si on prend l'habitude de valoriser les efforts et d'être tout le temps dans le renforcement positif des efforts, eh ben, l'enfant, très souvent, il arrive à de meilleurs résultats. Parce que si on lui dit, bah, bravo, tu as super bien essayé, c'est chouette, je vois que tu te lances, tu sors de ta zone de confort, tu as essayé, c'est chouette. Plus on est dans du positif, et ça, moi, je le fais beaucoup en rééducation quand j'ai des enfants pas très sûrs d'eux, même quand ils font parfois des erreurs, je leur dis, mais bravo, mais tu te rends compte, tu viens de me raconter tout un truc en français, je sais bien que c'est pas ta langue forte, bravo, c'est super. Au-delà du fait que ça leur donne une grosse banane et qu'ils sont très heureux, ça participe à ce renforcement positif et ça participe en fait à de bons résultats à la fin, tout simplement. Important aussi de savoir que le bilinguisme n'aggrave pas les éventuels troubles de langage. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui me disent, oui, mais mon enfant, il est diagnostiqué comme étant dyslexique ou dysphasique ou qu'il a un trouble particulier de l'élaboration du langage oral ou écrit. Et donc, ils me disent, bah, du coup, ça va être compliqué d'être bilingue. Il faut déjà, pour rappel, le bilinguisme, c'est pas toujours un choix, en fait. Et c'est ce que j'explique beaucoup dans les écoles, quand les professeurs disent, bah ouais, mais il faudrait réduire un peu les langues. Je leur dis, mais vous savez, pour plein de familles, c'est juste pas possible, en fait. On peut pas réduire la langue du père ou de la mère d'un enfant. C'est juste inconcevable d'un point de vue affectif. Et puis, quand on est expatrié à l'étranger, on peut pas supprimer la langue du pays de résidence, par exemple. C'est pas des réalités qui sont faisables dans la vraie vie. Autre chose que je dis beaucoup aux parents, parfois il faut faire aussi un peu ce qu'on appelle le deuil de sa langue maternelle. C'est-à-dire que bah, moi, ça a été mon cas, par exemple. Mon mari est français, moi je suis francophone aussi. Et nos enfants sont clairement beaucoup plus à l'aise en fait en anglais de par leur scolarité. Et donc on a dû faire un peu un espèce de deuil de se dire bah, finalement on n'a pas la même langue dite maternelle que nos enfants. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas de bonnes relations et bien au contraire, il y a pas de souci, mais ils n'ont pas la même langue forte que nous, quoi. Il y a aussi cette notion de l'accent qui revient très souvent. Je donne un peu tous les sujets en même temps, mais il y a beaucoup de gens qui me disent, ah ben je suis bilingue, mais j'ai quand même mon accent français. On en parlait en off tout à l'heure avec Mathieu. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas bilingue si on a l'accent français quand on parle en anglais, en allemand ou en espagnol? Bah non, en fait. L'accent, c'est aussi votre identité, c'est aussi comme ça que votre oreille et votre langue se sont ajustées pendant l'enfance. Les gens qui arrivent à gommer leur accent, tant mieux pour eux, c'est très bon signe d'intégration. Mais les gens qui gardent leur accent d'avant, ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont fait des erreurs ou des fautes, vous voyez. Je pense que ça, l'accent dit beaucoup sur l'origine. Et d'ailleurs, en France, il y a des accents régionaux. Quand on parle avec quelqu'un qui a l'accent du Sud, moi, je trouve que ça ramène aussi des informations identitaires sur la personne. Donc pour moi, l'accent, ça ne fait pas vraiment partie du bilinguisme. Je pars du principe que si vous êtes là, vous avez un, mais peut-être plusieurs enfants. Gardez aussi à l'esprit qu'au sein d'une même fratrie, tous les plurilinguismes ne sont pas les mêmes. Parce que bah, l'histoire de l'expatriation n'est pas forcément la même. Il y a des enfants qui sont plus verbaux, d'autres moins. Donc,
voilà, vous pouvez très bien avoir un enfant qui est super à l'aise dans son langage et celui d'après ou celui d'avant, pas forcément. Voilà, on parlait aussi des devoirs et notamment de l'apprentissage de la lecture. Ça, c'est une question que j'ai eue hier de la part d'une maman, donc je l'ai vite rajouté dans mes points. Dans quelle langue il faut apprendre à lire? Ben ça, j'ai envie de dire, vaste sujet. Tout dépend si vous êtes à l'étranger ou pas. En général, on apprend à lire, on soutient la lecture dans la langue de scolarisation, parce que en fait, on apprend à lire parce qu'ensuite on lit pour apprendre, à l'inverse. Et très souvent, quand on sait lire dans une langue, dans les 6 mois ou l'année qui suit, à partir du moment où c'est le même alphabet, évidemment, on pourra, de par le langage oral, rattraper la lecture dans l'autre langue sans trop de difficultés. Et dernier point, je dirais aussi que gardez à l'esprit, vous êtes tous parents ici a priori, que c'est super difficile, mais important de rester le parent. C'est-à-dire que ne pas se transformer en prof de langue, ne pas se transformer en orthophoniste, ne pas se transformer en coach, ne pas se transformer en psy, même si je suis la première à le faire. J'essaye d'être la prof, l'orthophoniste, la coach, la psy de mes enfants, mais ça marche pas. Il faut juste que je sois leur mère. Et moi, je vais vous dire, là, c'est mon expérience personnelle, mais ça m'a enlevé une énorme pression le jour où je me suis dit que mes enfants n'étaient pas mes meilleurs mes meilleurs patients, si vous voulez, mes meilleurs cobayes. Parce que être un père ou être une mère, bah, c'est aimer son enfant, partir en vacances, lui faire des bons petits repas, s'amuser ensemble, aller faire des balades, enfin, rester le parent. Et dans toutes ces opportunités-là, il y a 1000 fois l'opportunité de parler. Et voilà. Et travailler aussi, on parle beaucoup chez les bilingues de la confiance en soi. Mais quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience en mûrissant, j'ai envie de dire, c'est que la confiance en soi du parent est intimement corrélée à la confiance en soi de l'enfant. C'est-à-dire que si on se met la pression en tant que parent, on la met à nos enfants. Ça transpire, on ne peut pas faire autrement. Et donc le jour où on s'occupe de soi, que on s'occupe de ses stress, de ses angoisses, de ses problématiques et qu'on se débrouille d'avoir une vie la plus apaisée, la plus sereine possible, ça transpire sur nos enfants. Et mon mot de la fin, ça serait vraiment arrêtons de vouloir être parfait et soyons présents. Et voilà, on arrête de viser la perfection, très souvent, en étant présent à ses enfants, on va très très loin. Voilà pour ma présentation, j'espère qu'il y a des questions. Merci beaucoup, Domitila. C'est vraiment très intéressant. Moi, si je retiens quelque chose, c'est ce que vous avez dit à la fin. Vraiment, chaque enfant va évoluer à sa façon et il faut être présent et soutenir pour l'aider à justement acquérir ces différentes langues. Il faut s'adapter aux différents. Enfin, chaque contexte est différent. Donc, il faut être assez adaptable, en fait. Oui. Alors, je vais prendre la question de Florence. Elle me touche parce qu'elle dit qu'elle vient de Munich. Je suis à Munich aussi, donc c'est rigolo. Le monde est petit. Donc, je vais lire la question pour les autres. Vous éduquez vos deux enfants de 5 et 3 ans en français dans un contexte très marqué allemand. Vous êtes la seule sur place à communiquer en français et parfois vous avez du mal à vous affirmer auprès de vos enfants et vous vous demandez si c'est lié à votre contexte minoritaire ou au sein de votre belle famille. Alors ça, effectivement, il y a un petit peu ce sentiment parfois d'être isolé dans la culture de son conjoint, parce que j'imagine là vous ne le dites pas, mais que votre conjoint est allemand ou germanophone. C'est C'est ça. sûr que si vous êtes avec un Allemand à Munich, dans un contexte très allemand, dans une kita allemande où tout le monde parle allemand, vous êtes la seule à fournir le français, c'est ça? C'est ça. Voilà. Bonjour madame. Ben, Bonjour bonjour. tous. Non, non. Bonjour. J'allais dire déjà bravo de continuer à parler votre français, parce que je pense que c'est super important qu'une maman parle sa langue de confort, sa langue dite maternelle, sa langue de cœur. Mais J'imagine. je sais vraiment, sans être non plus toujours sur cette piste-là, parce que à table, on mange avec mon mari qui est germanophone et qui parle pas un mot français. Et du coup, il y a beaucoup d'Allemands qui passent. Mais je garde mon cap, j'essaye. Ouais, mais bravo, bravo, parce que 3 et 5 ans, ils sont petits, c'est normal. Vous allez très probablement être dans le contexte où vous leur parlez en français, ils vont répondre en allemand, mais c'est pas grave, un jour après l'autre. Et à Ouais. partir du moment, ah bah coucou, je les vois. C'est ça, mais... À partir du moment où c'est fluide et à partir du moment où le papa est d'accord que vous parliez français, et à Oui, partir du oui, moment oui. où vous allez en vacances en France de temps en temps et où On essaie. j'imagine qu'il y a l'inclusion de temps en temps des grands-parents, des C'est cousins, ça. de la famille, je pense que c'est super important de travailler sa confiance en soi, c'est-à-dire de se dire que bah, pour le moment, le français est difficile
parce que bah, il n'y a pas beaucoup d'exposition en nombre d'heures et en Ouais, nombre de phrases par jour, on va dire, par rapport à l'allemand. Mais c'est tout à fait, je pense que j'aime bien le proverbe, un jour à la fois dans la foi. C'est-à-dire que voilà, ça vient gentiment et je pense que le plus important, c'est aussi d'exprimer cette petite culpabilité que vous pouvez ressentir à votre conjoint, c'est-à-dire qu'il doit se rendre compte aussi que bah, voilà, vous vivez dans son pays avec sa langue et c'est que ça, bah, votre langue est minoritaire et c'est ça. il faut qu'il se rende compte qu'il y a une petite difficulté pour vous et qu'à partir du moment où vous êtes soutenu par rapport à ça, après, à Munich, il y a quand même une grosse population francophone via le lycée français Jean Renoir, il y a quand même beaucoup de Oui, donc, c'est de s'organiser pour qu'il ait des playdates et des jeux et que les enfants soient, et ça c'est valable pour plein d'autres gens qui nous écoutent à mon avis, que les enfants soient stimulés par d'autres pères du ouais, même âge. C'est-à-dire qu'ils aient d'autres petits-enfants francophones dans leur entourage, via l'école, via même d'autres écoles, hein. On est tout un réseau en fait. Donc ça, je pense que c'est important. ça. Ils sont moins seuls. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y avait quelqu'un tout à l'heure qui disait qu'elle est en Espagne et que vous aviez le problème contraire, en fait, d'être plongé dans l'espagnol et que c'était du coup difficile de parler le français, j'imagine, parce que les Espagnols n'ont pas vraiment l'habitude de voir des enfants bilingues ou même multiculturels. C'est Stéphanie qui disait ça. Bonjour Stéphanie. Bonjour, oui, c'est moi, c'est la galère. Là là aussi, j'ai beaucoup de compassion, j'ai beaucoup de compassion pour ces situations parce que et je les ai vécues, moi, ces situations, hein. J'étais à Tokyo, dans un environnement très japonais, à parler français, donc j'ai beaucoup d'empathie et ouais, d'empathie, on va dire, pour cette situation. C'est pas facile, mais pour autant, vous éduquez les Espagnols à parler votre français, parce que les Espagnols autour, en fait, s'ils vous regardent, c'est pas un jugement, en fait, c'est un intérêt. S'ils n'ont pas l'habitude d'entendre parler d'autres langues, c'est mignon aussi. Ils vont se dire, tiens, cette maman, elle est différente. Qu'est-ce qu'elle a? C'est étonnant. En fait, il faut pas, c'est pas parce que les gens nous regardent qu'ils nous jugent. Au contraire, je pense que souvent, il y a une. Ben, c'est ça. En fait, il faut vraiment travailler sur ses peurs à soi. Parce que moi, je me souviens que quand j'étais à Tokyo, par exemple, surtout que c'était il y a 17 ans, hein, donc j'étais avec mes enfants petits et je sais que quand j'étais dans le bus ou dans les transports en commun, j'avais tendance à chuchoter en français comme si je disais des bêtises, quoi, pour pas que les gens me regardent et m'écoutent trop. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi on chuchote en fait? Là, on est en train de parler, je parle à mon enfant, je lui parle en français. Les Japonais, s'ils me regardent, bah, soit c'est une saine curiosité, soit ils me regardent parce que je suis différente, mais de toute façon, moi, j'avais en plus un physique très différent, je suis pas japonaise. Vous, si vous vous retrouvez en Espagne à parler français à vos enfants, bah, à moins qu'un Espagnol vous fasse une remarque, mais quand bien même, enfin, c'est un droit, hein, de parler sa langue à son enfant. Il n'y a pas de, on n'agresse personne, on fait de mal à personne. Et je pense qu'il y a une certaine éducation, et je pense que beaucoup de personnes ont en fait besoin de travailler leur propre confiance en soi d'adulte. C'est-à-dire, vous êtes française, vous parlez français, quoi de plus normal, en fait? Et à partir du moment où on intègre ça, on apprend un peu à se détacher du regard des autres. Et puis, bon, les enfants, je sais pas quel âge ils ont, les vôtres, mais ils sont petits. J'ai qu'une fille, elle a quasiment 2 ans. Elle est Elle a petite 2 ans, encore. mais c'est ça, Ouais. elle est encore très petite. 2 ans, elle est petite, mais très vite, c'est de lui expliquer, tu sais, je te parle ma langue, moi je suis française, on va en France, et quand vous allez en vacances en France, Oui. elle va bien voir votre pays, elle va bien s'imprégner, elle va réaliser qu'en France, c'est normal et que tout le monde parle français, et qu'à l'inverse, si elle parle espagnol en France, c'est là que les gens vont la regarder. Donc en fait, elle va s'imprégner, et je pense que quand les enfants sont petits, on a tout un tas de peurs, parce qu'on a du mal à se projeter sur un enfant grand et un adolescent et un adulte. Donc, comme on a du mal à se projeter, on est dans des peurs qui sont très primaires et très logiques. Moi, je les ai eues, hein, toutes ces peurs-là, et pourtant, je suis orthophoniste. Moi, je me souviens, je me disais, oh là là, mais mes enfants, mon Dieu, mais ça va les mélanger, etc. Bon, maintenant, je vous ai dit, hein, ils ont entre 23 et 15 ans, donc c'est des adultes et des ados. On est sorti de tout ça. J'ai plus ces peurs parce que je vois bien qu'en fait, j'ai toujours parlé français et que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être lire sur le bilinguisme. Euh, Lire des livres sur le bilinguisme, regarder des YouTube comme vous faites aujourd'hui, bravo. Euh, Mm. Écouter des podcasts sur le plurilinguisme. Je mettrai quelques titres peut-être aussi s'il y a un replay. Écoutez des podcasts parce qu'en fait, quand vous écoutez des podcasts sur le bilinguisme et que vous vous instruisez, ça vous conforte dans l'idée que très probablement ce que vous faites, c'est déjà juste. Vous voyez? Et ça vous renforce un peu dans cette position. Je Parce que, note.
tout Oui. à fait. J'ai une toute petite question à me faire un peu en plus. À la base, je suis traductrice Ah et oui. donc j'ai toujours eu cette peur, mais ça, c'est pas tout à fait lié à l'orthophonie, mais à voir, j'aimerais beaucoup avoir votre avis par rapport à la transmission de culture et la transmission de langage et la transmission de culture. On sait très bien qu'habitant dans un autre endroit, bon, on n'aura pas toute la culture française, l'histoire de la baguette, des baguettes. Et comment vous voyez ça, en fait, ou qu'est-ce qu'on peut faire? Bah alors, le traducteur, c'est comme l'avocat ou c'est comme tout métier verbal, il a très souvent le syndrome du perfectionnisme. C'est-à-dire que si vous mettez aujourd'hui un texte à traduire dans DeepL ou dans ChatGPT, eux, ils s'embêtent pas avec tout ça. Ils traduisent, point barre. Et je pense que la traduction interculturelle, elle vient de l'expérience humaine. C'est-à-dire que, ça je le disais dans un podcast il n'y a pas longtemps, moi par exemple, mes enfants ils rigolent souvent de moi parce que intuitivement, je traduis pas mot pour mot la même chose. C'est-à-dire que par exemple, si je croise une maman française qui vient d'accoucher et qui a un bébé, eh ben, je vais lui dire, ah ben bravo, félicitations, ton bébé est trop mignon, c'est chouette, je suis contente pour toi, prends soin de toi, point barre. Voilà. Et si je croise à l'école internationale une maman américaine qui a eu un bébé, je vais partir sur beaucoup plus de tout est amazing, tout est wonderful, le bébé est so cute, it's amazing, c'est parfait, etc. Je vais être beaucoup plus volubile parce que, en fait, je ne surjoue pas mon rôle, mais c'est juste que les Américains, que je connais, en tout cas ici à l'école, eh ben, ils sont tout le temps par rapport à notre culture à nous, dans un espèce d'excès verbal. Donc, moi, je m'adapte indirectement. Et ma fille me faisait remarquer ça l'autre jour. Elle me disait, mais maman, t'as remarqué que quand tu félicites une maman française qui a eu un bébé, tu lui dis bravo, tu lui dis que son bébé est chou, mais c'est tout. Et quand tu vas avoir une maman américaine, tout de suite, son bébé devient le plus mignon que tu as jamais vu sur Terre et t'exagères le truc. Mais ça, je pense que c'est de l'adaptation culturelle. Et je pense que quand vous vous trouvez à traduire D'ailleurs, les traducteurs qui font de la traduction instantanée, c'est très souvent difficile parce que c'est pas juste traduire les mots, c'est aussi traduire les silences, c'est aussi traduire tout ce qui a été implicite, qui n'a pas été dit, mais qui fait référence à des choses culturelles. L'humour, par exemple, c'est dur à traduire. C'est hyper dur à traduire l'humour parce qu'il y a des jeux de mots ou parce qu'il y a des choses qui sont pas du tout drôles dans une culture. Rire de la mort, par exemple, c'est pas nécessairement drôle dans certaines cultures. Donc moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Je me dis surtout que et c'est pas étonnant d'ailleurs votre question. Maintenant que je sais que vous êtes traductrice, les gens qui sont sur des métiers verbaux, et je vous dis, je le vois chez les profs, chez les psys, chez les orthophonistes, les traducteurs, les avocats, très souvent on est dans le syndrome du perfectionnisme au niveau du langage. Soignez-vous de ça, Merci beaucoup. pas de souci. Euh, Alors, on a une autre question de Mégane. De alors, dans mon cadre professionnel, je me rends compte que même pour les enfants francophones de ma structure, l'allemand est la langue majoritaire et dans laquelle ils se sentent le plus en sécurité. Dans les situations de conflit ou de régulation émotionnelle, je passe en allemand car je pars du principe que le rapport affectif est plus fort que le rapport langagier. Bah, ça, vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Je pense que de temps en temps, il faut aller à l'efficace. Il faut aller à ce qui fonctionne. Et c'est là que, quelque part, quand je vous ai fait ma présentation à l'oral, il y a évidemment des linguistes dans des laboratoires qui ont analysé le cerveau humain, qui ont analysé les langues, les bonnes stratégies, etc. Mais ces gens-là, je me demande parfois si on les retrouve dans la vraie vie. Parce qu'en fait, quand on est parent, on s'en fiche un peu des règles, en fait, hein. On fait ce qui fonctionne. Et je prends souvent l'exemple de l'urgence. Vous voyez, vous avez un enfant, par exemple, qui va traverser la route et il y a une voiture qui arrive. Si be careful ou attention, on va dire le mot que l'enfant va comprendre. Si la voiture arrive, il faut dire le mot dont on est sûr qu'il va avoir un impact direct sur son enfant. Pareil dans la régulation des conflits. Moi, j'ai discuté de plus en plus. Alors, mes enfants sont à l'école internationale ici à Munich. Et il se trouve que je suis la représentante des francophones de cette école. Donc, j'ai un petit groupe WhatsApp avec énormément de couples mixtes franco-allemands. Et on se fait régulièrement des dîners, des rencontres et des choses comme ça autour de l'école. Et c'est passionnant. Et il se trouve que j'ai eu plusieurs fois des discussions avec des couples mixtes où donc l'un est allemand, l'autre est français. Et ils se parlent très souvent en anglais entre eux, ou soit le français, soit l'allemand. Ça dépend un peu de où ils se sont rencontrés, etc. Mais je ne vais pas là-dedans. Et j'ai plusieurs couples mixtes qui m'ont dit que quand ils étaient sur un sujet qui était conflictuel ou trop difficile,
Donc en gros, s'ils discutent ou s'ils sont dans une émotion forte, alors là il parlait du décès du parent d'un des deux, etc. Chacun reprend sa langue. C'est-à-dire que dans le cadre d'un conflit, par exemple, madame va parler français, monsieur va parler allemand, et puis comme l'un et l'autre parlent la langue de l'autre, bien souvent, eh ben, chacun reprend sa langue parce que c'est plus confortable, ça évite les malentendus, ça évite justement d'avoir dit ouais mais tu m'as dit ça, mais moi je l'ai compris comme si. Et donc dans des moments de conflit ou de stress ou de grosse fatigue, parfois d'un commun accord, ils reprennent chacun leur langue. Et je trouve ça riche en fait, parce que ça veut dire que chaque famille culturelle a ses petits codes, chaque couple aussi a ses façons de fonctionner. Et parfois, un même couple n'a pas la même stratégie sur toute sa vie. Parce que si on prend le cas des couples expatriés, là par exemple, vous êtes en Allemagne, donc vous baignez dans l'allemand. Mais si dans 5 ou 10 ans, vous déménagez en France ou je ne sais où dans le monde, toute la stratégie est à revoir parce que l'équilibre est à revoir. Donc moi, c'est ce que je trouve passionnant avec les couples mixtes et puis avec les francophones expatriés, c'est qu'en fait, leur stratégie est tout le temps à rediscuter en fait. Et donc, pour moi, tout est OK à partir du moment où il y a une stratégie et à partir du moment où la communication est ouverte et discutée en fait. Parce que pareil, on ne fait pas pareil avec un enfant de 2 ans qu'un ado en pleine crise de la puberté ou qu'un jeune adulte qui cherche son orientation scolaire ou professionnelle, quoi. Et c'est ce que je répondais à quelqu'un tout à l'heure, c'est que moi-même, hein, je vous dis très humblement, je suis orthophoniste, donc je suis censée avoir fait des études de pédagogie, ouais, au niveau du langage et tout ça. Mais moi-même, je me suis beaucoup questionnée, je me suis beaucoup stressée quand les enfants étaient très petits. Et c'est des stress qui sont partis, je dirais, au moment de l'adolescence et de la puberté, parce qu'en fait, je voyais que mes enfants, ils allaient bien et qu'ils développaient pas des troubles et des pathologies incroyables. Et puis, maintenant, voilà, c'est des jeunes adultes qui sont plurilingues et qui vont bien. Et parfois, il y en a qui me disent, bah, moi, je lis que en anglais parce que franchement, lire en français, ça me saoule. Bon, bah voilà, c'est pas si grave en fait. Euh, alors ici, Florence, pareille question de ma part, dois-je rester ou essayer de rester 100% langue française ou je peux composer avec mon conjoint parlant exclusivement allemand? C'est très fatigant. Ah ouais, c'est très fatigant de traduire sans arrêt. Alors l'idéal, je ne sais pas si votre conjoint m'entend, mais ça serait quand même qu'il prenne quelques cours de français à terme, au moins qu'il ait des notions, au moins qu'il ait ce qu'on appelle en français passif. Parce que je trouve que dans les couples mixtes, en fait, quand l'un et l'autre au moins comprennent la langue du conjoint, ça évite d'avoir l'impression de faire des apartés. Et ça, notamment à l'adolescence, quand il peut y avoir des disputes, des conflits avec les enfants, etc., ça évite que le conjoint se dise, oh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Je comprends rien, et que ça crée des problèmes dans le couple, entre guillemets. Bon, en général, moi, je vois bien dans les couples mixtes que j'accompagne, on connaît les différences culturelles, on navigue avec depuis le départ, donc souvent on finit par en rire. Et c'est souvent des couples qui discutent plus que des couples franco-français. Donc voilà, mais moi je dirais que si le conjoint comprend un minimum le français, ça sera aidant sur du long terme. Et après, en tant que maman, moi j'ai envie de dire, faut parler 100%, c'est pas possible. On n'est pas dans des statistiques, mais Ouais, le plus possible. Le plus c'est possible. ça. Et voilà, essayer d'être consistant puis d'être bienveillant avec soi-même. C'est-à-dire que le jour où vous êtes crevé, eh ben, honnêtement, vous parlez allemand, si c'est facile, c'est pas la peine d'aller en rajouter. Le jour où votre gamin il est sans dessus dessous parce que il s'est passé un truc un peu grave à l'école et que vous voulez être sûr d'avoir bien compris, bah voilà, on va au fonctionnel. Mais essayez d'avoir cette conscience que bah, le plus possible, ça sera le mieux, quoi. J'ai un peu une question aussi complémentaire parce que ma maman, elle parle français et allemand. Elle habite encore en France. Bon, c'est l'Alsace. Et elle a tendance à parler allemand avec mes enfants. Et alors, toutes les fois où j'ai déjà dit, maman, mais parle français. Alors, elle dit, mais oui, mais j'ai le lien. C'est pour le lien, parce que je les vois pas souvent. Alors, bon, Ouais. finalement, maintenant, je laisse un peu tomber. C'est vrai, il faut arrêter d'être Elle est gentille, votre maman, elle est dans le syndrome de la grand-mère. Et le syndrome de la grand-mère, c'est le syndrome de celle qui veut faire plaisir et qui veut pas, voilà, aller à l'intérieur. frustrée. Mm. Et donc voilà, mais par contre, ça peut être intéressant d'avoir une saine discussion avec elle, c'est-à-dire de lui dire, bah écoute, je Oui, comprends que tu leur parles en allemand parce que tu as envie de leur faire plaisir, tu as envie que ce soit facile, etc. Mais moi, je compte sur toi aussi parce que je suis un peu oui, isolée, moi, toute seule à Munich. Et je compte sur toi. Et peut-être que quand elle leur parle au téléphone comme ça, 10 minutes à gauche, à droite, peut-être que là, oui, elle a envie d'être oui, oui, ouais, dans du fonctionnel. Mais peut-être que par exemple, si elle les a une semaine en vacances ou un week-end, un moment, ou voilà. peut-être quand ils grandissent, Ça, elle fait.
Ouais, oui, Et ça te aide le dire, bon, bah plus. voilà, là, sur toi, je compte là-dessus. Ou après, j'ai des grands-parents, moi, qui, de temps en temps, donnent des espèces de petits cours de langue en ligne. C'est-à-dire de dire, par exemple, Oui, ils ont fait ça aussi avec mon le frère. Mhm. mercredi soir, on avait commencé tous à ça un peu pendant le Covid, mais de dire par exemple, bah, le mercredi soir à 18h, Voilà, on se fait une petite visio et puis tu lis des histoires en ligne, voilà. tu leur C'est racontes des bien aussi ça. trucs, tu leur montres des photos dans ton téléphone. Je veux dire, je sais pas quel âge elle a votre maman, mais n'importe qui est capable de faire un partage WhatsApp sur son grand écran et de faire défiler les photos de son Ouais, ouais. téléphone Mm. pour lui montrer bah, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a, voilà, ce qu'elle a préparé à manger, ses copines, sa vie. Et en fait, moi, il y a beaucoup de grands-mères et de grands-pères qui partagent leur vie à travers des photos commentées en ligne avec leurs petits-enfants. Et les petits-enfants, ils adorent parce qu'ils ont l'impression qu'ils vivent par procuration la Ouais, vie de leurs grands-parents un c'est une peu à bonne idée. distance. Et ça maintient le lien, mais ça maintient le langage. Donc voilà. Super. Quelqu'un d'autre, je vois encore. Question pratique, je suis dans un couple multilingue et j'ai un enfant d'1 an et demi qui apprend en ce moment les mots de base. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée de lui apprendre les mots en même temps? Ensemble tous les trois, moi disant le mot en français, puis mon conjoint dans sa langue, ou faut-il les rester naturels? Moi je dis, ça vous y allez à l'intuition, lapin, c'est rabbit. Si papa est là, il dit rabbit et vous vous dites lapin. Vous pouvez très bien dire, ah bah tiens, lapin, tu sais, t'as vu à l'école, c'est rabbit. Faites-le comme vous le sentez, mais pour moi, l'idéal, quand vous lisez un livre en français et que votre conjoint le lit en anglais, c'est que c'est le même livre avec les mêmes protagonistes et les mêmes situations, enfin, c'est la même histoire. Et si chacun le lit dans sa langue, au bout d'un moment, l'enfant, il intègre les mots. Pareil pour les films. J'ai tendance à dire, quand on regarde des petits dessins animés, voilà, qu'on prend, on peut choisir très souvent le langage. Et c'est de lui dire, ah bah tiens, aujourd'hui on va regarder Kirikou en français. Et puis demain on va regarder Kirikou en anglais. Et puis on le dit en fait, parce que l'enfant c'est rassurant pour lui. Il connaît déjà l'histoire, il sait déjà ce qui va se passer. Et puis certains jours on le met en français, d'autres jours on le met en anglais. Et comme ça il s'imprègne du vocabulaire. Donc voilà, il y a quelqu'un qui me dit merci, c'est rassurant. Bah écoutez, si je vous rassure, c'est vraiment le but parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'anxiété parfois dans tout ça. En tout cas, moi, c'est sûr que l'anxiété, elle revient souvent chez moi parce que les gens qui sont inquiets me consultent. Mais bon, il y a aussi plein de gens qui sont pas inquiets et chez qui ça fonctionne très bien. Et c'est, je pense que vraiment, comme je l'ai dit au début du webinaire, faites-vous confiance parce que très souvent, les parents, ils ont quand même beaucoup de clés en eux. Et quand je discute avec les gens, ils ont déjà beaucoup de solutions et beaucoup de petites choses mises en place et ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce de réassurance. Donc, tant mieux si je peux vous servir à ça. Et je vois des gens qui doivent s'absenter. C'est vrai que je parle, mais je pense qu'on arrive gentiment à la fin. Oui, tout à fait. Mais on peut encore répondre à une ou deux questions s'il y en a dans la salle. Voilà. Après, j'imagine que tu donneras mes contacts. Voilà, je suis assez joignable. J'ai LinkedIn, j'ai Facebook, j'ai un site Oui, on internet. va envoyer un mail avec le replay et on ajoutera tes contacts Il n'y a pas de souci. pour que tout le monde puisse te contacter si besoin d'une consultation, de conseils. Si, je pense que s'il y en a qui ont des questions à poser par mail aussi, c'est envisageable ou sur les Oui, réseaux oui, bien sociaux. sûr. Non, mais je réponds pas toujours vite, ça dépend de la flux de questions et de quoi elle fait ma semaine. Après, je précise aussi, je réponds très souvent aux gens, écoutez, prenez une consultation. C'est pas que je sois absolument vénale et que je ne veux pas faire de bénévolat et voilà, mais c'est juste que déontologiquement, c'est pas professionnel de ma part de donner des conseils quand j'ai qu'une partie des informations. Hmm, hmm. Les gens, souvent, ils me disent, mon enfant à tel âge, il fait ci, il fait ça, mais ils Oui, me manquent faut bien d'autres connaître le informations. contexte en fait. Sans Voilà. contexte, on peut pas donner Moi, je les dis bons aux conseils. gens, prenez une consultation, parce que voilà, ça n'engage à rien. C'est une consultation de 3 quarts d'heure, on a le temps de faire le tour du sujet, et les gens repartent quand même avec un plan d'action assez clair. Si besoin de plus, bah, on fait plus, et si pas besoin de plus, et ben voilà. Enfin, moi, je cours pas derrière les patients, il y a pas de stress, mais je dis souvent ça quand même, et ça, je précise aux gens que ne soyez pas surpris si je vous réponds ça. C'est plus parce que déontologiquement, je veux pas faussement vous rassurer s'il y a un problème ou faussement vous stresser s'il n'y a pas de problème. Et ça, je peux pas le dire en 5 minutes quand j'ai pas le contexte. Hmm. Voilà. Donc c'est plus par souci de trucs. Après, je fais toujours aussi un peu de la pub pour mes consoeurs parce que j'ai pas non plus envie de me retrouver avec un cabinet surblindé et 6 mois de liste d'attente. Je suis pas la seule hein, à faire de l'orthophonie en ligne. Je fais partie d'une plateforme notamment qui s'appelle Expat Pro. Il y a d'autres Oui, il me semble qu'il y a orthophonistes. trois, quatre personnes sur Expat Voilà, Pro. il y a d'autres orthophonistes qui font la même chose, voilà, donc qui ont l'habitude, et donc ça c'est chouette. Et après, bah voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, évidemment, vous savez où me contacter, et avec grand plaisir, pas de souci. Voilà, Super. bah, bon Merci après-midi beaucoup. à tout le monde. Merci beaucoup, Domicilia. Merci.
Et merci à tous ceux qui sont connectés. Bon week-end. Au revoir.